Bonjour, nous sommes très heureux, Marguerite Autier et moi, le docteur Pascal Vessy, de vous retrouver pour ces vidéos de transmission des connaissances que l'association Osmose, le centre de formation Osmose, veut vous présenter régulièrement. Aujourd'hui, ça va être un petit peu technique, mais en même temps, prenez ce qui est au fond essentiel et retenez-le à ce moment-là. Nous voudrions vous dire que la constitution d'un être humain obéit à des lois, à des choses qui sont prévues, on pourrait presque dire de toute éternité, mais en particulier, un être humain, quand il se constitue dans le ventre de sa maman, parce que jusqu'à présent, on n'a pas fait mieux que l'utérus des mamans pour fabriquer un nouvel être humain, même si on veut nous donner des utérus en acier pour faire mieux, c'est encore les mamans qui sont le mieux. Et je vous rappellerai d'ailleurs, et j'espère un jour vous faire quelque chose sur ce qu'on appelle les interactions précoces mère, père, enfant, et vous dire que tout ce que la maman vit émotionnellement, le bébé le vit hormonalement. Et nous allons vous parler aujourd'hui, pour vous expliquer ce que sont les partenariats d'organes, entre autres, de leur origine commune au moment de l'embryogenèse. Il s'agit, ni plus ni moins pour l'embryon, de récapituler la création des espèces, ce qu'on appelle la phylogénèse des espèces. On dit que le petit être humain dans le ventre de sa maman reprend les étapes de la formation de tous les êtres vivants. Et même si nous nous prenons pour une espèce supérieure, alors que nous sommes quand même des animaux, nous les humains, supérieurs, certes, avec un libre arbitre, plein de possibilités, nous sommes quand même dans les espèces animales, il ne faut pas qu'on oublie ça. Eh bien, notre petit homme, notre petit embryon, l'embryogenèse et l'état d'embryon, c'est de 0 à 3 mois dans le ventre de la maman, de 3 mois à 9 mois. Ensuite, il s'agit de la période fœtale, c'est-à-dire du fœtus. Et donc, ce petit embryon va se comporter dans son évolution comme beaucoup d'embryons animaux, ni plus ni moins. Nous ne sommes pas supérieurs en ce sens-là. D'ailleurs, je voudrais vous montrer ici, si notre opératrice peut vous le montrer, je voudrais vous montrer l'évolution d'un petit embryon qui se comporte comme beaucoup d'embryons animaux et qui, vous le voyez, est comme une petite larve, véritablement, de 2 à 3 cm, et ensuite va évoluer de plus en plus avec un enroulement du système général, suivant la forme de la colonne vertébrale. Elle va s'enrouler pour former quelque chose qui ressemble un peu au poisson, mais qui est un petit être humain. Voilà. Alors, dans la période embryonnaire, qui va donc, comme nous vous le disions, de 0 à 3 mois, il y a une période qui est environ de la 3e semaine de constitution, qui montre un œuf, véritablement, qui est structuré à 3 niveaux. Vous savez que le ternaire est une chose très importante dans la création. Et ces 3 niveaux, c'est la période de ce qu'on appelle les disques embryonnaires, c'est-à-dire une période de 3 feuillets d'origine, qui vont être des tissus d'origine, qui vont donner ensuite tous les autres tissus différenciés dont va être doté l'être humain. Voilà. Et vous avez ici, si notre opératrice peut aussi vous les montrer, vous avez les 3 feuillets d'origine, dont je ne vais pas vous abreuver pour pas que ce soit trop technique, mais vous dire que il y a un premier feuillet qui est extérieur, et qui s'appelle d'ailleurs pour cela ectoderme, c'est-à-dire celui qui est au-dessus, derme de la peau. Ce tissu extérieur, c'est un tissu qui va donner plus tard le futur cerveau chez l'être humain. Cerveau, c'est-à-dire système nerveux central, le système nerveux périphérique, mais également la future peau. C'est pour vous dire que quand vous considérez des problèmes de disharmonie de l'être humain, eh bien, quand vous traiterez la peau, quand vous voudrez vous intéresser à la peau, il ne faut jamais oublier le partenariat avec le cerveau, puisque le fait qu'ils soient tous les deux des mêmes tissus d'origine, eh bien, les deux vont évoluer ensemble. Et donc, quand il s'agit d'un eczéma, il s'agit d'un psoriasis, il est bien évident que vous devez faire quelque chose pour le cerveau.
Alors cet ectoderme, donc tissu extérieur, va subir un enroulement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, autour de l'embryon et donnera la future colonne vertébrale. Voilà, Marguerite vous le montre. La future colonne vertébrale et la future peau qui va recouvrir tout ça. Ça, c'est le premier feuillet, feuillet extérieur. Ce disque embryonnaire comprend un deuxième feuillet qu'on va appeler mésoderme, c'est-à-dire le tissu qui est au milieu, mésos. Ce mésoderme va, si vous voulez, donner par la suite des tissus différenciés qui sont dans la partie moyenne de l'être humain, c'est-à-dire les muscles, les vaisseaux, les os également, et va permettre de, si vous voulez, mettre en relation tous les tissus qui sont dans la partie moyenne du corps humain. Et enfin, vous avez un troisième feuillet, un troisième disque embryonnaire, si on voulait l'appeler comme il faut, qui s'appelle endoderme. Alors, endos, c'est à l'intérieur, tissu de l'intérieur, et qui va donner des organes les plus profonds du corps humain, c'est-à-dire des organes que l'on va trouver dans la profondeur, au-delà des tissus musculaires, au-delà des os, c'est-à-dire les glandes en général, c'est-à-dire la vessie en général, hein, et aussi une partie du tractus urinaire, c'est-à-dire les reins, les uretères qui vont des reins à la vessie, et enfin l'urètre qui va de la vessie à l'extérieur jusqu'au ce qu'on appelle le méa urinaire. Bien. Dans cet endoderme, il y a également les glandes comme l'intestin, les intestins, le gros intestin et l'intestin grêle, le foie et les poumons. Vous voyez que là, on voit s'ébaucher une relation entre les différents organes, puisque nous avons parlé dans une autre vidéo avec Marguerite des partenariats qui existent entre les organes dédiés au drainage, et là on les voit apparaître, ils sont issus du même tissu d'origine, c'est-à-dire le tractus urinaire est lié au foie, l'intestin est lié au poumon, pour ceux qui aiment la médecine chinoise, c'est l'axe poumon-GI, poumon-gros intestin, que l'on retrouve aussi dans cette discipline, et également les glandes qui sont reliées à l'ensemble, les glandes endocrines et autres. Voilà donc pourquoi on retrouve des partenariats entre les différents organes de drainage qu'autrefois on appelait les émonctoires, et pourquoi il nous est permis de dire que ces organes fonctionnent deux par deux, les uns avec les autres, et même trois par trois quelquefois, quand ils sont issus du même feuillet embryonnaire d'origine. Est-ce que je peux vous interrompre? Mais bien sûr, j'ai été très bavard. Alors, ce que je voudrais rajouter, parce que ça me paraît fort intéressant, nous parlons du système endocrinien depuis un moment, nous parlons des feuillets et des organes et du partenariat des organes, et du cerveau concerné par les feuillets, mais en fait la partie du cerveau qui est concernée par le premier feuillet, c'est le tronc cérébral, principalement. Le tronc cérébral avec des relais vers le cerveau appelé cerveau mammalien ou cerveau limbique. Donc, et le cerveau cognitif aussi, le cortex cérébral. Et quand il y a une maladie chez quelqu'un, c'est pour ça que ça me paraît intéressant aussi de parler d'embryogénèse, eh bien que se passe-t-il dans ce premier feuillet? La phase de stress, elle, va concerner le système nerveux que dans les temps anciens on appelait orthosympathique et que l'on appelle sympathique maintenant, avec sa partie alpha et bêta. Et dans la phase de réparation, que va-t-il se passer à ce moment-là au niveau des maladies concernées par ces feuillets? Eh bien, il va y avoir comme des trous dans l'organisme. Ça va creuser l'organisme. On ne trouve pas ce même système dans d'autres feuillets. On va le voir ensuite. Et donc, après, dans la phase de réparation, on oublie toujours qu'il existe aussi des micro-organismes qui vont intervenir, des bacilles, par exemple, dans le cas des cancers de l'intestin ou de l'estomac, on sait bien qu'il y a des bacilles qui interviennent là-dedans. Il y a l'Helicobacter pylori qui creuse, hein, qui fait des trous, justement, dans l'estomac. Et puis ensuite, eh bien, il y a des microbactéries comme les bacilles de Hansen qui vont, eux, amener de la réparation. Donc, tout cela est important à dire. Au niveau de chaque feuillet,
on a des choses un peu différentes qui se passent et le système nerveux entre en jeu dans le cas des maladies par rapport à un feuillet donné d'une certaine manière. Voilà ce que je voulais rajouter. Oui, c'est très intéressant. C'est pour ça que, s'agissant de l'ectoderme, j'ai parlé du système nerveux central, du système nerveux périphérique. C'est vrai que je n'ai pas parlé du système nerveux autonome, dont Marguerite, à juste titre, vient de vous entretenir, et également donc de la peau, comme nous le disions. Et ce système nerveux autonome fait le joint, fait le lien entre les systèmes nerveux central et les organes. Et en même temps, tous les organes sont reliés avec lui pour qu'il leur donne, j'allais dire, une vie secrète, une vie cachée, tout simplement parce que c'est une vie involontaire dont nous ne nous occupons pas, puisque ce système nerveux végétatif ou autonome assure toute la vie cachée des organes, des tissus cellulaires, des tissus nerveux, qui se fait sans notre volonté. Elle se fait malgré nous. On est tellement négligent que de toute façon, je pense qu'on aurait oublié très rapidement de faire battre notre cœur, de faire respirer nos poumons, de faire palpiter nos intestins. Et c'est trois des fonctions principales dont s'occupe le système nerveux végétatif. Et dans le premier feuillet aussi, il y a une chose importante, c'est que c'est un petit peu comme si on était au niveau où l'être a besoin d'être rassuré, réconforté. Il est sur son territoire, c'est le début du territoire. Donc c'est quelque part, quand on veut travailler avec des êtres qui ont ces feuillets abîmés sur une maladie, ces anciens feuillets qui sont abîmés par rapport à des organes sur une maladie, on a intérêt à ce niveau-là à aider la personne avec du doigté, car toute manière de travailler où cette personne ne se sent pas rassurée, réconfortée, revalorisée, va ne servir à rien. Donc, dans ce cas-là, les maladies qui accompagnent l'existence des organes liés au premier feuillet nécessitent le réconfort, la revalorisation de la personne, beaucoup de doigté. On est sur le territoire. C'est pour attraper le morceau que ce feuillet existe, pour donner... voilà, et on ne doit pas enfoncer les gens qui sont malades, mais au contraire, les valoriser, les rassurer. Dans ce cas-là, c'est vraiment important par rapport à ce feuillet. Parce qu'un affamé n'a pas d'oreille, et c'est un affamé qui est en difficulté, qui demande de l'information. Le malade qui est malade par rapport à ça demande de l'information et doit être rassuré. Voilà ce que je voulais rajouter. Hein. Bien, merci. Alors, s'agissant de ces trois feuillets embryonnaires dont nous venons de parler et de leur lien avec le système nerveux autonome ou végétatif, il faut savoir qu'à ce moment-là, chaque organe ne tombe pas en disharmonie. Je vous remarquez que je parle de disharmonie, pas de maladie. En disharmonie, n'importe comment. Voilà, Il a un langage particulier que certains appellent le décodage biologique ou un codage biologique, il s'agit de décoder, mais il a en tout cas un langage qui peut être éminemment symbolique parfois et qui peut nous guider sur l'origine du trouble qui a donné naissance à cela. Oui, tout à fait. Et justement, par exemple, dans le cadre du deuxième feuillet, vous n'en avez pas encore parlé, donc je vous laisse y arriver. Mais dans le cadre du deuxième feuillet dont vous allez parler, le mésoderme, je suppose, n'est-ce pas? Eh bien, il s'agit là pour l'individu d'éviter aux organes de se trouver en état d'apesanteur, donc de suspendre correctement les organes dans le corps. Donc quelque part, de se protéger dans la gravité environnante. Et donc là, la partie du cerveau concernée, c'est le cervelet et le haut du tronc cérébral. Ce n'est plus ce que l'on disait tout à l'heure, le cerveau mammalien et une partie du néocortex. On se trouve à un autre niveau. Hein. Et là, par contre, eh bien, le système nerveux sympathique va faire de la masse. Il va faire des verrues, des condylomes, par exemple. Il va faire des taches, des mélanomes éventuellement, des cancers de la peau, des choses comme ça. Et les phases de réparation, ça va être la création de trous. Alors quand on parle de décollement de la plèvre, par exemple, eh bien, c'est comme s'il y avait une sorte de trou qui se faisait. Hein. Eh bien ça, c'est une phase de réparation. Et on ne le traite pas en tant que tel. C'est une phase de réparation de quelque chose qui s'est passé avant et qui a fait un trou. Et là aussi apparaissent des micro-organismes qui sont des nettoyeurs, des réparateurs, des éliminateurs, des bactéries anciennes, hein, des microbes archaïques.
Et donc là aussi, on n'en tient pas suffisamment compte pour traiter les gens et comprendre dans quelle phase ils se trouvent par rapport à cette problématique d'origine embryonnaire. De la même manière qu'actuellement on voit partout, aussi bien dans les magazines féminins que les magazines grand public, la question du microbiote intestinal, qu'on appelait autrefois flore intestinale. Microbiote, c'est plus intéressant parce que micros, bios, c'est les petites vies qui sont en nous, et nous n'avons pas, loin s'en faut, que des microbes agressifs, ou que l'on dit agressifs, qui ne sont qu'opportunistes en général d'ailleurs. On a aussi des microbes qui nous aident. Et dans l'intestin, il y a des milliards de microbes qui nous donnent un coup de main en fabriquant des vitamines, en fabriquant des outils de réparation, comme vient de vous dire Marguerite. Donc, cette idée d'encourager le microbiote, de faire même comprendre aux gens que l'état dynamique de ce microbiote influe sur notre ectoderme, sur les organes issus de l'ectoderme, c'est-à-dire sur notre structure nerveuse, sur notre humeur, sur notre adaptation au monde, eh bien, c'est une chose très récente, mais qui est en relation avec ce dont nous voulons vous parler, pour lequel j'ai une correction, une précision à apporter, parce que je ne voudrais pas être incomplet. Quand je vous ai parlé du mésoderme, nous parlions, et que j'ai dit qu'il était à l'origine des os du corps, sauf le crâne. Ouais. Voilà, ce sont les os longs, les os plats, mais pas le crâne. Bon, le crâne est issu d'une autre structure liée à l'ectoderme. Voilà, et donc, il faut vous dire que toute cette question du microbiote que l'on redécouvre en élargissant ses fonctions autres qu'une flore, une simple flore intestinale, une flore bactérienne, eh bien c'est issu de ces partenariats dus au tissu d'origine. Tout à fait. Et vous avez, il me semble tout à l'heure que vous avez bien parlé de l'endoderme, vous avez défini le mésoderme, l'ectoderme, et pourriez-vous par exemple à nouveau revenir sur l'ectoderme, système nerveux central et périphérique. Le premier, c'est bien l'endoderme, le deuxième, le mésoderme, et le troisième, l'ectoderme, c'est bien ça. Dans l'ordre chronologique. Dans l'ordre chronologique d'arrivée de ces feuillets et de la création successive des organes et des éléments qui constituent un être humain. Et dans le cadre de... on parle aussi, moi, il me semble avoir compris, je ne suis pas spécialisée comme vous au niveau médical et au niveau anatomique, mais il me semble avoir entendu parler, par exemple, au niveau de l'os, de blast, d'ectoblast. Y a-t-il un lien entre d'ostéoblast, voilà, d'ostéoblast et d'ostéoclaste? Y a-t-il un lien entre ces éléments constituant la moelle osseuse, hein, c'est ça, et le système de l'embryogénèse? Quel est le lien? Parce que quand on parle des os... Les ostéoblastes, qui seraient des structures qui fabriquent donc des choses proéminentes, et les ostéoclastes, ce sont des structures qui détruisent ces formes-là, qui créent des trous, si je rejoins votre vocabulaire de tout à l'heure. Voilà, mais c'est juste ça. Et donc ça, on est dans le mésoderme. Oui, tout à fait. C'est le mésoderme. Donc la moelle osseuse, c'est le mésoderme. Donc par exemple les leucémies, qui sont une attaque de la moelle osseuse, c'est quelque part un feuillet embryonnaire qui est mis à mal. Tout à fait. Est-ce qu'on peut envisager que selon comment cela a été construit au départ, par rapport à la génétique, comme par rapport à ce qui est arrivé finalement à l'être dans le ventre de sa mère, cela peut conduire, sur le plus long terme, à des maladies particulières? Oui, et même, on pourrait dire plus, c'est que au niveau structurel du corps profond, eh bien, on a des correspondances avec le cerveau, qui est triunitaire, comme on dit, c'est-à-dire qui est formé lui aussi de trois parties. Voilà. Hein, la partie extérieure, si vous voulez, avec le cortex, hein, dont on a parlé, la partie limbique et la partie moyenne, le mésencéphale, si vous voulez. Et donc, ces trois parties correspondent aussi aux trois feuillets à l'intérieur du corps. Donc, les organes profonds sont en rapport avec le système limbique, le cerveau reptilien, le système profond, si vous voulez, qui est chargé de la mémoire, de la peur, de souvenirs. Et le mésencéphale,
qui est chargé du fonctionnement du corps humain, hein, de percevoir le fonctionnement, avec par exemple une zone qui est l'hypothalamus et qui est le capteur de tout ce qui se passe dans le corps humain, et enfin la partie du cerveau qu'on appelle donc cerveau triunitaire, qui est la partie extérieure, qui assure la vie de relation, c'est-à-dire le lobe frontal assurant la vie, la relation avec les autres, le lobe préfrontal qui assure la relation, la prise de conscience des conditions extérieures en relation avec la réaction qu'on va avoir à l'environnement, et ainsi de suite. Donc vous voyez, cette triunité que l'on retrouve dans le corps humain va se retrouver aussi dans les correspondances entre le cerveau lui-même et les trois feuillets du corps humain. Donc on pourrait dire que par exemple pour l'ectoderme, bien, il est important d'apprendre à communiquer à la personne. C'est qu'elle a un problème de communication, absolument, en quelque sorte. absolument. Parce que d'un seul coup, ce qui lui arrive en termes de maladie, c'est quelque chose lié à un problème de communication. Alors ça a l'air simple comme ça, à dire comme ça. Mais si quelque part on y pense au moment où l'on est en face de quelqu'un qui présente une maladie, on peut avoir des comportements différenciés par rapport à ça. Des comportements en parole, des comportements en mode d'action que l'on met en place. Et ce dont nous vous parlons n'est pas juste une symbolique Non. du corps humain. Il y a aussi une symbolique du corps humain, mais là nous vous parlons de connaissances physiologiques de l'embryologie. Véritablement, on se base uniquement sur les rapports embryologiques. Donc, on peut remonter à comment je pourrais dire, l'ontologie, hein, l'étiologie d'une maladie, en remontant son phylum embryologique, véritablement. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, quand on réfléchit un tout petit peu aux maladies, pourquoi le cerveau fait-il une maladie? Pourquoi le cerveau décide-t-il qu'un organisme va déclencher une maladie? Qu'est-ce qui peut bien provoquer ça? Est-ce que c'est uniquement la génétique, le mode alimentaire? Que se passe-t-il? Si le mental n'écoute plus le corps est en danger, ça on le sait. Hein? Les gens qui passent leur temps à toujours stresser dans leur travail parce qu'ils veulent à tout prix, de façon perfectionniste, faire quelque chose, se mettent en danger au niveau corporel d'une manière ou d'une autre. Ils tendent vers des burn-out, par exemple. Mais la maladie, elle sert à quoi? Elle sert quelque part à éponger un conflit intérieur de l'être pour qu'il y ait un minimum de dégâts, pour que tout puisse continuer à fonctionner avec un minimum de dégâts, même quand cette maladie est grave. C'est le rôle du cerveau, pardon. C'est le rôle du cerveau. Le cerveau, vous savez que le danger soit réel ou supposé, absolument, il agit de la même manière. Ça, c'est important. Et lui, il ne cherche pas à savoir si il existe véritablement quelque chose. Du moment que les signaux sont au rouge ou à l'orange, il agit. Et il agit dans le sens d'un émoussement de la gravité de ce qui arrive. Il veut épargner le corps, il veut le protéger en quelque sorte, et donc il va tout mettre en œuvre pour que les dégâts soient, comme vous le dit Marguerite, minimes. Même quand il s'agit d'une grave maladie, il est probable que la personne, dans l'antériorité de sa vie, n'a pas écouté un certain nombre de signaux de son corps, qui, si elle les avait écoutés, lui auraient permis peut-être d'éviter cette grave maladie. Donc il n'y a rien d'inéluctable là-dedans. Et dès que le cerveau trouve une autre solution que d'attaquer le métabolisme, d'attaquer le corps, immédiatement, la maladie peut cesser. Je suis en train de dire quelque chose d'épouvantable là. Je sais que pour certains, ça sera terrible d'entendre ça, mais c'est une réalité mécanique, c'est une réalité matérielle dans le corps humain, comme dans le corps d'ailleurs de tout être vivant. Dès que le cerveau a trouvé une solution de moindre ampleur, il la prend. Oui, parce que il faut vous rappeler un des aphorismes de la physiologie humaine, c'est que l'économie de l'organisme, ou le système physiologique de l'organisme, fonctionne à l'économie, justement. C'est-à-dire, le but est de ne pas dépenser trop d'énergie pour en garder pour les mauvais jours, si vous voulez. Et donc, le cerveau, entre autres, est chargé de trouver la solution la moins coûteuse en énergie, en tissu et en réserve, si vous voulez.
Et donc, quand nous vous parlions tout à l'heure de l'orthosympathique, qui est le système d'alerte, qui est le système de préparation à l'affrontement du danger, encore une fois que le danger soit réel ou supposé, hein, le cerveau ne fait pas la différence entre les deux, eh bien, il y a en face de lui ce qui est à la fois son complice et en même temps son concurrent, qui est le système parasympathique, que parfois on appelle système vague. C'est impropre parce que le système vagal n'est que 90% du système parasympathique. Il est formé de ce qui part du tronc cérébral, du nerf pneumogastrique qui est la 10e paire du nerf crânien, d'où l'idée de vague, parce qu'on ne savait pas quel était le trajet de ce nerf autrefois, et en complément pour les 10% restants d'un plexus sacré, c'est-à-dire d'un complexe nerveux qui est au niveau du sacrum, et l'ensemble de cela forme le système de freinage parasympathique. Freinage, oui, c'est-à-dire anti-inflammatoire, puisque je vous rappellerai que l'inflammation, quelle qu'elle soit dans le corps humain, est sous la dépendance du système orthosympathique. Donc, dès que vous freinez le système orthosympathique, vous freinez l'inflammation dans le corps, et que la montée en puissance de son complément, le parasympathique, fait que vous diminuez l'inflammation. C'est pour ça qu'on voit certaines vidéos fleurir ça et là actuellement, et qui disent, à juste titre, qui disent parasympathique, système anti-inflammatoire. Oui, c'est vrai, mais par un effet de compensation, si vous voulez. Les deux systèmes, comme la nature a horreur du vide, les deux systèmes se complémentant en permanence. Donc, si vous pouvez être en mode parasympathique, en mode de repos, en mode de thésaurisation, hein, ça veut dire qu'on fait des réserves de matière, en mode de tranquillité, eh bien, vous allez empêcher, au fond, ce qui est un burn-out au niveau cellulaire, puisque le burn-out, c'est un embrasement, hein, c'est-à-dire une inflammation en quelque sorte. Voilà. Donc, c'était des précisions que je voulais donner parce que c'est très important. J'en ai une à rajouter qui est oui. Un supplément d'information au niveau électrique. Le cerveau fonctionne de manière hologrammique, c'est-à-dire c'est un générateur d'électricité dans le corps et quatre paramètres vont permettre de déterminer la relation entre ce fonctionnement cérébral et la production et la propagation d'impulsions électriques vers le reste de l'organisme. La tension électrique, la vitesse de propagation, le rythme et la synchronisation. Et quand on parle de tension, par rapport au cerveau, cette tension électrique, actuellement l'électricité devient chère, mais pour le cerveau, il travaille aussi avec des impulsions électriques. La tension mesure l'intensité avec laquelle le cerveau répond à un stimulus. Et donc cette tension électrique va influer sur la capacité du cerveau à traiter l'information, qu'elle soit cognitive, des pensées, des idées, ou physique, une émission de trop d'hormones de cortisol, une émission de trop d'adrénaline, etc. Cette différence de potentiel va déterminer les divers états de conscience de l'individu. Et ça, c'est important aussi, parce qu'en hypnose, on travaille sur ces différents états de conscience. Et quand on travaille sur ces différents états de conscience, on travaille sur une sorte de synchronisation des ondes cérébrales qu'il y a entre la partie consciente, les ondes de l'ortho, en quelque sorte, du système nerveux, orthosympathique, la partie inconsciente, les ondes du parasympathique, les ondes de θ, et la partie créative de l'individu, les ondes alpha aussi, la partie créative de l'individu sur les ondes gamma. Et donc, il existe bien sûr des ondes beaucoup plus basses, hein, pour les comas prolongés, par exemple, on est dans des ondes qui arrivent bien après. Mais dans tous les cas, aucune onde cérébrale, donc aucune fréquence, donc aucune impulsion électrique, n'arrive toute seule. Elle arrive toujours en liaison avec des informations reçues par le cerveau à travers, en effet, l'hypothalamus, à travers les différentes couches qui ont été mises en place au fil de l'embryogénèse et qui ont donné naissance par étapes successives, après la phase fœtale, à un être humain. Et il s'agit donc de la survie de l'être humain. Et c'est pour cela que c'est très important de faire le lien entre ces
feuillet embryonnaire, les organes et les états de l'être, les états de conscience de l'être, car le tout est lié. Et les maladies, bien entendu. Je voudrais d'ailleurs élargir de manière un peu audacieuse notre propos. J'adore qu'on élargisse. En vous disant que, est-ce qu'il ne serait pas possible de concevoir l'organisme humain et les organismes vivants en général, tout ce qui est de l'ordre de la création matérielle, comme un ensemble électromagnétique. C'est-à-dire que notre corps serait fait d'électrons qui deviennent peut-être par la suite des photons à l'occasion, c'est-à-dire des particules de lumière, et qui sont régis par des flux et des champs électromagnétiques dans lesquels le cerveau nous donne une preuve éclatante par son fonctionnement électromagnétique. Et qu'on ne pourrait pas considérer la vie, ce qui est vivant en général, comme des ensembles, des systèmes électromagnétiques, qui pourraient d'ailleurs communiquer entre eux, puisque Marguerite vous disait tout à l'heure qu'on voit très bien que dans la physiologie et l'économie générale de la vie, des systèmes communiquent entre eux, véritablement. Hein. C'est la conception systémique de la vie. Donc, je vous propose cette idée, et de voir nos corps humains comme des champs électromagnétiques qui sont influencés par d'autres forces électromagnétiques. Mais c'est comme vous voudrez, bien sûr. Et je fais une petite parenthèse, parce que comme nous travaillons sur YouTube, là, avec des vidéos, et puis sur différents réseaux sociaux, en fait, on travaille avec un petit peu le virtuel. Or, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau pour le virtuel? On est toujours dans la moyogénèse, vous allez voir, d'une façon étonnante. Le cerveau doit choisir continuellement entre le réel et le symbolique. Et si ça l'embête trop, je préfère le symbolique. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Il préfère le symbolique, et parce que symbolique, ça veut dire relier ensemble. Hein. Symboléen, c'est relier ensemble. Donc, il préfère relier ensemble les choses. Et que fait Internet? Il montre Dieu virtuel, c'est-à-dire un faux symbolique. Un symbolique erroné. Et ce symbolique erroné, qui existe à travers des supports technologiques, et même à travers les médias télévisuels, est donc créé d'artefacts.